Je vais donc commencer à solliciter Michel Tubiana, dont vous voyez qu'il est président du réseau Euromètre Droit, avec une question qui est assez simple, et comme toutes les questions simples, la réponse est terriblement compliquée. Depuis le début de ces rencontres, on entend le pronom personnel « nous ». Qui est ce « nous » ? N'ayez crainte, ce n'est pas un « nous » de majesté que j'emploierai, donc ce « nous » renvoie à d'autres personnes que moi. Et derrière ce « nous », c'est bien la question de l'universel qui est posée. Paradoxalement, l'universel pourrait apparaître comme appartenir à ceux qui l'écrivent. Ou pour continuer à manier le paradoxe, il y a autant d'universels que de peuples, de civilisations ou d'époques. Du confucianisme à la terre-mère du monde polynésien ou maori, qui a été évoqué tout à l'heure, ou kanak, en passant par le dialogue des Lumières, du fait religieux à la rationalité la plus irrédentiste. Voici autant d'explications qui se veulent universelles. Et ce kaléidoscope reflète bien entendu la naturelle diversité humaine au travers de la variation quasi infinie des contingences et des déterminismes qui l'accompagnent. Le second paradoxe n'est aussi qu'une apparence. Le discours sur l'universel prétend expliquer et englober l'humanité. Il peut construire dans le même mouvement, en même temps, les formes de la domination. Soit telle vision l'universel postule la suggestion de l'individu au groupe, ou de tel groupe à tel groupe, et il se réduit alors au seul groupe dominant, soit une autre vision postule certes l'égale humanité de tous, mais sa pratique dit l'inverse, en réduisant l'égalité de principe à une inégalité de fait. Pour tous ceux qui ont fait de l'universalité des droits de l'homme la pierre angulaire de leur justification, la contradiction est redoutable. Elle ruine le discours universaliste en ouvrant la voie à tous les relativismes, et Dieu sait qu'actuellement, ces relativismes ont bonne presse. De là découle aussi la revendication d'une nouvelle écriture de l'universel, un universel qui s'ancre dans chaque société, non à partir d'importations plus ou moins guerrières, plus ou moins nivelantes, mais à partir des situations de chaque société. Un universel qui accueille et protège la diversité de l'humanité, un universel qui respecte la diversité des chemins empruntés. Il s'agit au fond de permettre à chacun de tenir la plume de l'écriture de l'universel. Mais en même temps, l'existence d'un socle commun de valeurs indérogeables et partagées par tous est la condition de l'universel. Disons-le brutalement, l'universel ne saurait être une espèce de supermarché où chacun va prendre ce qu'il aime et il laisse le reste. La question initiale est donc de savoir sur quel fondement, sur quel socle repose cet universel. Un socle qui fasse consensus, mais qui permette aussi de développer des suites de nature à conjuguer diversité humaine et l'unique humanité. Les philosophes soutiennent que leur matière n'est pas dissociable de l'interprétation du réel. Alors réinscrivons notre analyse dans le réel d'aujourd'hui. Il est vrai que le réel s'impose à tous et que les faits, chacun le sait, sont têtus. Mais ce réel d'aujourd'hui est, n'ayez crainte, je ne vais pas en faire une liste, particulièrement violent. Il n'y a qu'une seule planète, elle forme un tout qui mêle vivant, inerte, humanité, faune, flore, matière, etc., dans une interdépendance absolue. Et quoi qu'en disent les tenants d'un système à bout de souffle, c'est ce patrimoine que nous sommes en train de mettre en péril. La violence subie est la même, qu'elle concerne une humanité en proie aux oppressions de toutes sortes, ou une planète qui subit une destruction qui atteint tous les éléments qui la composent. Et là, on peut voir une première conjonction. La correspondance entre l'affirmation selon laquelle, selon la formule, les hommes, historiquement elle n'était pas mentionnée, mais permettez-moi de les rajouter, et les femmes
naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité, et l'existence d'un patrimoine commun dont l'humanité n'est qu'une des parties implique la nécessité d'une réponse commune, nécessaire et urgente. L'unicité de l'humanité et l'unicité du patrimoine terre, leur identité de principe, devient alors le fondement d'un universel qui n'est plus une simple construction idéologique, mais qui trouve sa ressource dans le réel et qui s'y ancre. Cette affirmation échappe alors au règne du postulat pour devenir un théorème qui nous offre l'opportunité d'en écrire ensemble la démonstration et les développements. Et s'il y a quelque chose malheur est bon, la crise écologique, la crise climatique, appelons-la comme l'on veut, qui menace la planète est donc l'occasion de remettre à plat la manière dont l'humanité se vit, ses rapports internes, ses liens avec son environnement, son écosystème, sur le fondement d'un universel accepté par tous et qu'aucun ne sera légitime à ramener à sa propre conception. Accepté par tous, car fait d'une adhésion et non d'une sommation. Accepté par tous, car ne relevant pas d'une civilisation en particulier. Accepté par tous, parce qu'incluant la diversité de l'humanité dans un ensemble commun. Accepté par tous, parce que faisant place à la multiplicité des chemins vers des objectifs partagés. Nous ne partons pas de rien, Outre l'affirmation d'une unicité de l'humanité qui a déjà pour conséquence de bâtir les discriminations de toutes sortes, en particulier, permettez-moi de le dire, et ce n'est pas une clause de style, celle qui fait des femmes un sous-ordre de la catégorie Homo sapiens, l'expérience accumulée nous apprend que la participation de tous au délibératif réduit les conflits, etc., etc. Souvent, trop souvent, la reconnaissance des droits de l'humanité va de pair avec l'interpellation quant au respect, et là peut-être aurais-je une nuance avec le précédent intervenant, au respect des devoirs de chaque membre de la famille. Comme si le respect des droits était conditionné à une forme de perfection individuelle. Autrement dit, un accusé ne peut être défendu, il ne saurait être défendu que s'il est innocent. Permettez-moi d'articuler les choses autrement. Le fait de naître, où que ce soit, nous confère des droits et engage notre responsabilité. Jusqu'à ce jour, ce qui prédominait, c'était la responsabilité que nous avions, et que nous avons toujours, de respecter les droits de l'autre dans le rapport immédiat que nous entretenons avec lui, le tu ne tueras point. Fait notable, aujourd'hui, c'est parce que par hypothèse, nous avons pris conscience que l'humanité n'est qu'une partie du tout, que nous interférons avec ce qui nous entoure, avec tout ce qui nous entoure, que notre responsabilité est tout autant engagée à l'égard de notre environnement, sous peine de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de l'autre. Réarticuler les droits et notre manière de traiter la planète nous engage dans un processus d'appropriation d'une globalité qui nous force à penser non plus les droits de manière isolée, mais en situation d'interdépendance et à bannir les replis, quelles qu'en soient les justifications. Refonder le discours universaliste autour de ces enjeux, ce n'est pas le réécrire, c'est pas un simple exercice théorique, c'est une nécessité pour construire des alternatives politiques à ce qu'il faut bien appeler les impuissances actuelles. Je vous remercie.